Donc, 3 ateliers hier, 3 ateliers qui n'ont pas permis à chacun de se rendre à chacun des ateliers, d'où la nécessité d'une restitution qui se produit maintenant. Et c'est tout d'abord le professeur Meunier, c'est bien cela, qui seul sera là, car son alter ego n'a pas pu venir nous rejoindre ce matin. Donc, atelier numéro 1, puis le professeur Beauvais et vous, Madame Bellivier. Et puis nous terminerons avec Madame Tigrouja et Julien Fernandez. Vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc hier, dans l'atelier numéro 1, nous avons eu le plaisir d'entendre des communications d'excellente qualité et tout à chacun l'a relevé et je tiens de nouveau à remercier les communicants. Et nous avons donc procédé de la manière suivante, c'est-à-dire que globalement 2 thématiques s'étaient dégagées. Il y avait une thématique qui était plutôt d'ordre relevant du droit international et ensuite une autre thématique plus axée sur les problématiques européennes. Et donc nous avons articulé cet atelier de la manière suivante en retenant ce classement thématique. Et donc sous l'angle tout d'abord plus essentiellement du droit international, eh bien, sont intervenus respectivement Madame Bréjon, Madame Dauzen et ensuite Monsieur Guyot qui ont abordé des thématiques un peu variées. Alors les 2 premiers communicants se sont focalisés sur la question de la sanction et de la situation post-sanction. Et les intervenants ont tout d'abord relevé un certain nombre d'éléments sur lesquels ils nous invitent à réfléchir, et leurs communications écrites, bien sûr, sont très précieuses à cet égard, puisque notamment Madame Bréjon, qui s'est plutôt interrogée sur le contrôle de l'exécution des condamnations prononcées par la CPI, et dont elle nous indique dans son intitulé de communication qu'il s'agit d'une confiance peut-être un peu démesurée, a surtout mis en évidence que les juridictions pénales internationales ne disposent pas d'établissements pénitentiaires qui sont dédiés pour l'exécution des peines. Ils doivent donc conclure des accords de coopération avec les États pour que les structures pénitentiaires nationales puissent assurer l'exécution des condamnations. Et donc, à cet effet, elle a surtout mis en évidence que la difficulté était surtout pour, en particulier la CPI, de pouvoir contrôler la façon dont l'exécution, les conditions de détention particulièrement, étaient réalisées. Et elle a fait état d'un certain nombre d'accords qui étaient conclus avec les États et également des accords ad hoc. Accords ad hoc complétés par ce qu'elle a appelé des accords confidentiels destinés à sécuriser les conditions de détention. Et accords qui sont conclus par le greffe de la CPI avec l'État qui est concerné. Mais ce qu'a relevé l'intervenante, c'est que le contrôle des respects de ces conditions de détention semble quand même relatif et qu'il serait sans doute utile de pouvoir préciser davantage toutes ces modalités de contrôle. Et par ailleurs, elle a mentionné le fait que la dimension réhabilitation-réinsertion nécessitait peut-être de développer, là encore, un effort de réflexion et de développer des moyens nécessaires à parvenir à l'objectif. Quant à Madame Dauzen, qui, elle, s'est située dans le cadre de la phase post-jugement, a bien sûr mis en évidence que cette phase est importante, voire fondamentale, parce qu'il s'agit d'envisager les questions, bien sûr, des témoins, des acquittés, des condamnés lorsque la peine est purgée, et en particulier la question qui reste très délicate à gérer, c'est celle de la relocalisation de toutes ces personnes, tout simplement parce que, là encore, peu d'États sont enclins à accueillir ces personnes et que finalement elle a relevé dans sa dynamique que le système pénal international ne peut se satisfaire des solutions classiques du droit international parce que l'État d'origine, comme les États volontaires d'ailleurs, sont dans de nombreuses hypothèses défaillants pour les raisons qu'elle expose bien sûr dans sa communication, et que par ailleurs, autre élément de sa dynamique, elle fait état d'une défaillance de la solution de substitution d'ultime recours qui
consisterait en une obligation implicite d'accueil de l'État hôte. Et là encore, elle a développé un certain nombre d'arguments et, par ailleurs, effectué une proposition sur laquelle elle nous invite à méditer, à savoir qu'il serait sans doute utile de définir des critères hiérarchisés, à l'instar du règlement Dublin pour les réfugiés, afin de pouvoir déterminer quelque part quel serait l'État responsable de l'accueil des participants. Et donc, de ce point de vue, la proposition semble intéressante à creuser, et je pense que c'est un sillon dans lequel il faudra sans doute développer par ailleurs une réflexion. M. Guillot, quant à lui, a abordé un angle d'attaque un peu différent, puisqu'il s'agissait de la coopération policière judiciaire internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Sa communication a mis en évidence un phénomène d'empilement normatif, qu'il soit international ou européen, alors que ce soit à travers une présentation des procédures d'entraide judiciaire, Interpol, l'Organisation mondiale des douanes, etc., ou encore de l'examen des dispositifs d'entraide, qu'ils soient sententiels ou encore post-sententiels. Et il s'est interrogé enfin un peu sur les mesures conservatoires, là encore, en invitant à creuser les dispositifs qui peuvent exister et qui sont bien sûr perfectibles. Quant ensuite à l'autre aspect, l'autre domaine investi hier dans cet atelier, à savoir plutôt le prisme européen, à savoir bien sûr l'Union européenne, mais aussi la Convention européenne des droits de l'homme, bien deux intervenants, M. Bourguignon et M. Lassalle, ont traité de thématiques. Alors, M. Bourguignon s'est plutôt intéressé aux atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne et a relevé, ce qui était intéressant dans son introduction, l'ampleur du phénomène de fraude au budget de l'Union, puisqu'il a rappelé que, ne serait-ce, et encore, le chiffre est à conforter sans aucun doute, au regard des analyses statistiques qui ont été effectuées, que pour l'année 2015, l'on pouvait relever jusqu'à 650 millions d'euros de fraude au budget de l'Union européenne. Et donc, dans son intervention, il a bien sûr recadré le rôle fondamental de l'OLAF, mais bien sûr a par ailleurs vivement, je dirais, présenté l'instauration du parquet européen, dont on vous a parlé d'ailleurs ce matin, en soulignant que par le biais d'une coopération renforcée, l'on s'était peut-être un peu éloigné des schémas qui avaient été déclinés jusqu'à présent, mais que finalement il fallait sans doute passer par cette phase d'expérimentation dont on peut espérer que le cadre européen lui permettra ensuite de perdurer et de se développer. Quant à M. Lassalle, il s'est focalisé sur la question du secret bancaire, et notamment sous la perspective de la protection du droit à la vie privée. Et là encore, il a mis en évidence une dynamique, un processus, là encore comme on en parlait hier dans le cadre des différentes présentations et interventions, puisque cette dynamique consiste d'une part dans une remise en cause du droit des États de refuser la transmission d'informations bancaires, notamment en invoquant les intérêts essentiels de l'État et en opposant le secret bancaire, et en mettant aussi en évidence que cette dynamique s'inscrit aussi dans la protection du droit au respect de la vie privée, qui peut, bien sûr, sous certaines conditions, cerner par la Cour européenne des droits de l'homme, et il a évoqué à cet égard la jurisprudence en la matière, une remise en question afin que l'État requis puisse respecter ses obligations de coopération internationale, notamment en matière de lutte contre la criminalité. Alors, ce qui est le trait commun de l'ensemble de ces interventions, qu'il s'agit du droit international ou du droit européen au sens large, c'est que l'on conforte bien l'idée que l'on se trouve dans une phase très dynamique à l'heure actuelle, même si bien sûr les difficultés demeurent, perdurent. Je crois que les enjeux sont de taille, mais je dirais, pour positiver, il faut bien sûr garder de nombreuses, plus que de lueurs, des lumières d'espoir, pour que l'on puisse progresser vers cette coopération internationale européenne en matière pénale. Voilà donc ce qu'il ressort de l'atelier numéro 1, et donc je pense
avoir été un peu dans les temps. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, Patrick Meunier, voilà, qui fait regretter de ne pas avoir pu assister aux travaux de l'atelier numéro 1 et qui donne envie de pouvoir disposer très vite des actes de ce colloque pour pouvoir lire et méditer ce qui a été dit à partir des écrits. Alors, c'est à vous, Florence Bellivier et Pascal Beauvais, pour l'atelier numéro 2. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous voudrions d'abord remercier Muriel Hubeda d'avoir organisé non seulement ce colloque, mais ces ateliers qui sont des formats propices à des regards croisés, des discussions, des échanges très, très stimulants. Et nous sommes très satisfaits de cet atelier qui nous a permis d'avoir des discussions absolument passionnantes. Et nous allons d'ailleurs ce matin davantage parler des échanges que nous avons eus que des exposés eux-mêmes qui feront l'objet évidemment d'une publication. Donc notre atelier était consacré à la coopération pénale majeure, c'est-à-dire essentiellement à l'extradition. Le fil conducteur de l'atelier était le suivant. Est-ce que les mutations actuelles de la coopération pénale majeure sont l'expression, au fond, d'une évolution, d'une transformation de l'exercice de la souveraineté pénale? 3 exercices ont permis de répondre à cette question, mais sous des angles très différents et essentiels. L'extradition en Amérique du Sud, c'est M. Brady qui nous a présenté ce sujet. La coopération majeure entre les juridictions pénales internationales et les États, c'est M. Flory qui a présenté cet exposé. Et enfin, le mandat d'arrêt européen comme transformation de la coopération pénale majeure. C'était Mme Oka Atanga. Ces 3 exposés ont montré combien le titre de l'atelier était pertinent. Aujourd'hui, la coopération pénale majeure est à dimension très variable, d'une zone géographique à l'autre, d'une relation entre États à l'autre. Elle prend des formes très différentes, elle se transforme, ce qui traduit à l'évidence des modalités, des transformations des modalités de l'exercice de la souveraineté pénale. Ainsi, de prime abord, le passage de l'extradition classique, politique, intergouvernementale, exigeant une double incrimination, interdisant l'extradition des nationaux, au mandat d'arrêt européen, purement judiciaire, automatique, fondé sur la reconnaissance mutuelle, semble, de prime abord, constituer le passage d'une coopération a priori donc respectueuse de la souveraineté en tant que capacité de décision à une coopération limitant la souveraineté des États, limitant leur pouvoir de décision. Mais ce constat doit être très fortement nuancé, voire contesté. D'abord, nous avons constaté dans les discussions que tout dépendait de la conception que l'on pouvait se faire de la souveraineté. En effet, comme il a pu d'ailleurs être dit par différents intervenants, le mandat d'arrêt européen ne remet pas nécessairement en cause la souveraineté des États, car tous les États européens de l'Union ont volontairement consenti à ce mécanisme dans le cadre d'une décision cadre qui exige leur unanimité, leur volonté unanime. De ce point de vue, l'ensemble des mécanismes de coopération pénale, ou en tout cas la plupart, respectent la souveraineté des États en ce qu'ils sont le produit de la volonté libre des États de s'intégrer à un mécanisme de coopération pénale. Mais dans le même temps, une fois cette idée dite, dans le même temps, on constate que la coopération pénale, par exemple en Amérique du Sud, c'était l'exposé de M. Brady, qui laisse une entière liberté au pouvoir politique de refuser toute extradition au nom de la souveraineté, offre un pouvoir de décision complet aux États, alors que le mandat d'arrêt européen, alors peut-être que ce n'est pas forcément comparable les deux, mais enfin, alors que le mandat d'arrêt européen consiste essentiellement en une obligation à la charge des autorités judiciaires des États membres de remettre la personne avec une liste de motifs des refus extrêmement limitative. On voit bien là, quand même, qu'entre le premier mécanisme et le second, il y a évidemment l'abandon d'une capacité de décision à un mécanisme intégré, autonome. Et alors, de ce point de vue, là, ça serait une autre conception de la souveraineté. Ça serait la souveraineté comme autonomie d'action et de décision qui est ici volontairement limitée et encadrée par les États eux-mêmes pour participer à un mécanisme qui les intéresse. Une autre question qui a traversé notre atelier est d'analyser dans la coopération pénale majeure, au fond, dans les transformations de la coopération pénale majeure actuelle, le déplacement finalement des autorités de décision d'un pouvoir politique discrétionnaire, c'était le modèle argentin, à un pouvoir judiciaire contraint et légaliste. On voit bien que dans le contexte d'Amérique du Sud,
les conflits politiques, les tensions historiques, les concurrences entre États, les concurrences entre souverainetés empêchent de mettre en place un système sur des questions aussi essentielles que la coopération pénale, empêchent de mettre en place un système intégré, automatique, qui laisse simplement au juge le soin de l'exécuter. À l'inverse, dans le système européen, beaucoup plus homogène politiquement, culturellement, judiciairement, même si évidemment il y a de très grandes différences, c'est cette homogénéité qui a permis, et donc au fond, ce recul de la concurrence des souverainetés au sein de l'espace européen, c'est le contexte de recul de la concurrence des souverainetés qui a permis cette intégration judiciaire. Alors, la question que nous nous sommes posée était alors la suivante. Au fond, et c'est une question peut-être plus générale, est-ce que la judiciarisation, la légalisation, l'enserrement dans un système de contraintes juridiques fortes, la dépolitisation de la coopération pénale dans une relation directe de professionnel à professionnel, de juge à juge, d'avocat à avocat, ne constitue-t-elle pas une forme d'intégration des sociétés, des pouvoirs judiciaires, des structures judiciaires qui manifestent soit un déclin de rapport de souveraineté à souveraineté classique, voilà, soit en tout cas une autre forme de rapport entre souverainetés. En tout cas, les acteurs qui sont en interaction avec la souveraineté ne sont plus les mêmes. Et c'est beaucoup plus horizontal et beaucoup plus professionnel, et c'est moins politique et à un niveau... Bon. Une autre idée a surgi dans nos débats, c'est que les mécanismes de coopération renforcés tels que ceux du mandat d'arrêt européen, certes, limitent une forme de souveraineté comme capacité d'action, mais en même temps, c'est une forme de souveraineté négative, c'est-à-dire c'est une capacité à dire non, à refuser à coopérer. En revanche, elle permet le déploiement de la souveraineté en tant que là, toujours capacité d'action, on définit de manière très large comme capacité autonome d'action. Lorsqu'une autorité pénale nationale peut désormais, grâce à l'outil du mandat d'arrêt européen, appréhender de manière extrêmement rapide un individu sur l'ensemble de l'espace pénal, l'espace européen, sans considération de double incrimination, de nationalité, d'infraction politique, et cela dans un délai extrêmement court, avec des contrôles judiciaires dans l'état d'exécution qui sont extrêmement limités, c'est évidemment une capacité de déploiement, une capacité d'action qui est accrue pour l'État. Et donc, au fond, c'est un accroissement de la puissance pénale extraterritoriale. Alors, au fond, on s'est dit qu'il y avait derrière ça, derrière cette question de la souveraineté, ce sont des questions essentielles du droit, ce sont des notions essentielles du droit qui sont posées, parce que c'est aussi la question, tout simplement, on en revient au contrat social, c'est-à-dire la souveraineté des participants à un contrat est à la fois contrainte par le contrat, mais déployée par les effets de mutualisation et de réciprocité du contrat. Et c'est exactement ça dans les mécanismes de coopération pénale intégrée. Donc on a cette double enfin c'est toute l'histoire du droit international, si j'ai l'impression. Enfin, peut-on dès lors parler donc ici de souveraineté pénale partagée, mutualisée, puisque les mécanismes sont beaucoup plus intégrés qu'autrefois, il y a peut-être là quand même à réfléchir sur ce concept de partage qui avait été développé par Mireille Delmas-Marty avec l'idée que la souveraineté va de pair dans ce nouveau cadre avec la responsabilité. Voilà, globalement, l'ensemble de nos réflexions. Est-ce que Florence Bellivier veut compléter? Non. Voilà. Vous parliez de la... Pardon. Oui, vous parliez de la rapidité dans laquelle il fallait statuer. Brièveté des délais, c'est juste un rappel. J'avais la chance de présider la chambre criminelle de la Cour de cassation au moment où le mandat d'arrêt est entré en vigueur et est venu s'ajouter un nouveau contentieux à délai légal au contentieux classique de la détention, de la mise en accusation, contentieux des nullités. Et c'est vrai qu'il a fallu s'adapter très vite, très vite. On constate qu'on y parvient toujours, en râlant énormément, mais que l'on y parvient toujours. Et depuis, les questions prioritaires de constitutionnalité sont venues rajouter de nouveaux délais. Donc, les magistrats sont en définitive très adaptables. Alors, le troisième atelier
c'est celui auquel j'ai eu la chance de d'assister, les résistances nationales. C'est Hélène Tigroudja et Julien Fernandez qui nous en font le rapport. Ils ont la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Muriel Oubeda avait ouvert ces journées en s'interrogeant sur le dépassement en cours de ce lien entre souveraineté et le droit de punir. Pas de pénal sans État, pas d'État sans pénal. Et nos 4 interventions retenues dans notre atelier, celle de Mme Olga Bonachuk, celle de M. Gabin Eyangaseke, celle de M. Scott Fougère et enfin celle de Mme Mathilde Masset, furent assez significatives des dynamiques en cours. Je crois que le droit pénal, le droit international pénal ne sera plus jamais ce qu'il a été au regard des évolutions procédurales, normatives, institutionnelles, mais aussi au regard de la construction européenne et d'autres régimes comme celui des droits nationaux des droits de l'homme. Il n'y a plus d'acteurs non contraints, peut-être, comme le disait Robert ce matin. Des dynamiques, donc, mais aussi des résistances dans le temps et dans l'espace que l'internationalisation, voire l'externalisation du droit pénal peuvent engendrer. Plusieurs États, en effet, veulent que le droit pénal demeure en quelque sorte stato-centré dès lors qu'il en va de la mise en cause de comportements de gouvernement. Et c'est bien évidemment le cas dans la lutte contre l'impunité des crimes de masse, car on parle de massacres administratifs, de crimes d'État. Dans ces conditions, on a vu dans notre atelier combien les politiques juridiques de ces États viennent encore affecter, à des degrés divers, bien sûr, l'effectivité des normes posées ou l'activité des juridictions pénales internationales. Et plus précisément, notre atelier s'est intéressé à 2 types de résistance au phénomène. Une première résistance par un engagement partial, tendancieux, intéressé dans le développement du droit international pénal, et une seconde résistance par un engagement partiel, limité, incomplet dans cette évolution. Alors, un engagement partial, premièrement, l'intervention de M. Eyangaseke a montré là aussi que certains États veulent conserver une sorte de réserve automatique. Bon, l'expression n'est pas appropriée ici, mais quand même l'idée dans l'exercice délégué de leurs compétences pénales lorsqu'ils estiment que leurs intérêts sont en jeu. Il est revenu sur l'opposition d'une partie des États africains, ou du moins de leurs dirigeants, à l'évolution de la politique pénale de la Cour, avec la promotion d'un modèle alternatif, régional, qui ferait la part belle aux immunités des chefs d'État ou des responsables en fonction. C'est le protocole de Malabo et son fameux article 46 bis, même si cet instrument n'a peut-être pas vocation, en réalité, à entrer en vigueur. Plus largement, dans nos discussions également, le droit international pénal est toujours vu parfois comme la continuation de la politique par d'autres moyens, un outil de marginalisation des opposants qui permet en plus de faire coup double, car l'État tient ici la juridiction saisie, puisque l'affaire ne pourra prospérer que s'il coopère et tant qu'il coopère dans la protection des témoins, dans les enquêtes sur place, dans l'exécution des décisions, et il pourra cesser toute coopération si le tiers s'intéresse à des crimes ou à des individus proches du pouvoir. Une deuxième intervention, celle de Mme Olga Bonachuk, dans notre atelier, s'est intéressée au cas de la Russie, qui est quelque peu différent, car cet État, on le sait, n'est pas parti au statut de Rome, mais le fait qu'elle ait privé d'effet juridique sa signature, à la suite du dernier rapport sur les examens préliminaires du bureau du procureur, qui venait qualifier Moscou de partie au conflit dans l'est de l'Ukraine et de puissance occupante en Crimée. Et finalement, cette désignature, terme impropre là aussi, est également significative de cet investissement conditionné dans la justice pénale internationale. Madame Olga Bonachuk est donc partie de cette situation pour voir comment d'autres régimes de responsabilité pouvaient toutefois être invoqués, en l'espèce CEDH, CIJ, pour que la Russie ou ses dirigeants répondent des comportements en cause. Engagement partial, tendancieux, intéressé, maintenant engagement partiel, limité. Cela se voit donc dans le budget alloué aux institutions, dans certaines coopérations, aux différents stades de l'enquête, aux différentes phases de la poursuite, voire dans l'après-procès. Patrick Meunier et Pascal Beauvais ont mentionné des interventions, des contributions de jeunes chercheurs comme Aude Bréjon, comme Manon Dozen dans l'atelier 1, comme Philippe Flory, comme Rachel Lucas, qu'on n'a pas pu entendre mais qu'on lira avec attention, et qui sont revenus sur ces engagements limités des États dans le phénomène. En ce qui nous concerne, on a pu discuter de l'adaptation partielle
du droit matériel interne comme autre manifestation de cette coopération limitée. Et Madame Mathilde Masset est parfaitement revenue sur les résistances nationales dans la définition même de certains crimes, avec l'exemple de la politique juridique de la France à l'égard des crimes de guerre. Pour des raisons culturelles ou politiques, 30 000 soldats français, la moitié déployés à l'étranger, la France continue de distinguer entre les crimes de masse et d'accorder aux crimes de guerre un statut dérogatoire, singulier, notamment en ce qui concerne la prescription de l'action publique, malgré l'examen de la proposition d'Alain Tourret récemment à l'Assemblée, mais aussi au regard de stratégies de poursuite des autorités nationales qui préfèrent, le cas échéant, se fonder sur d'autres incriminations, en particulier en matière de poursuite des individus impliqués dans le conflit armé en Syrie ou en Irak. Voilà, engagement partiel. Que faire dans ces conditions ? Accepter, bien sûr, que le combat pour la justice pénale internationale est un combat au long cours, qu'il y a des phases d'avancée, mais aussi des phases de ressac, et que l'État reste central dans ce phénomène, mais compter aussi sur d'autres régimes complémentaires, comme celui relatif à la protection des droits de l'homme. Et M. Scott Fougère a bien montré, en l'espèce, le rôle de la Cour interaméricaine, par exemple, comme censeur de certaines lois d'amnistie, depuis, entre autres, Barrios Altos contre Pérou. Voilà, très brièvement, un premier bref panorama de nos discussions, mais je laisse Hélène compléter. Mais je vais juste ajouter quelques mots. En réalité, je vais dire la même chose, mais peut-être sous un autre angle. Mais tout d'abord, je voudrais, à la suite de ce que disait Pascal Beauvais, vraiment féliciter les intervenants parce qu'ils étaient un petit peu stressés au début et leur voix n'a pas failli. Et c'était vraiment, ils ont permis des discussions de très grande qualité. Et donc, je le dis aussi à la destination du président de la Société française pour le droit international, c'est un bel exercice que de permettre ce moment de discussion qui finalement est conduit par les jeunes doctorants. Donc, je tenais à le dire et à le souligner. Nous, on s'est beaucoup amusé, en tout cas dans notre atelier, à la fois en le préparant et puis en écoutant les interventions. Alors, le fil rouge, je dirais, ou plutôt la méthode qui était celle aussi de notre atelier, était la mise en perspective, c'est-à-dire ne pas simplement traiter des questions pénales par le prisme du droit pénal, que ce soit le droit pénal international ou le droit international pénal, mais nous avions invité les différents intervenants à essayer de mettre en perspective les questions dont on parlait, de compétences pénales, au regard d'autres thématiques ou au regard d'autres branches, d'autres domaines du droit international. Alors, comme Julien le disait, d'abord une mise en perspective au regard d'autres obligations qu'ont les États, et notamment, tu le rappelais, au regard des obligations au titre du droit international des droits de l'homme et en particulier de l'obligation de répression. Et l'une des interventions, celle de Scott Fougère, a très bien mis en avant le fait que parfois on a des juridictions de protection des droits de l'homme qui poursuivent un but, je dirais en toute bonne foi, de mieux protéger les droits de l'homme, mais qui peuvent avoir une attitude qui rend les États extrêmement mécontents, extrêmement négatifs, voire qui rompt l'équilibre. On a parlé dans les discussions d'équilibre entre d'un côté le tout répressif, la répression, la nécessité de réprimer les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, etc. Et puis de l'autre côté, l'objectif de réconciliation nationale. Et dans nos discussions, nous avions parmi nous un collègue colombien qui disait, bon, le tout répressif, c'est bien, mais que fait-on pour reconstruire un pays? Est-ce que, sous couvert de la protection des droits de l'homme, est-ce qu'à un moment donné, l'on ne rompt pas ou est-ce qu'on ne manque pas l'objectif de reconstruction d'un État? On a aussi abordé la question, évidemment, dans le cas de la République centrafricaine. Donc, au nom des droits de l'homme et de la lutte contre l'impunité, évidemment, pas oublier l'autre objectif qui est la réconciliation. Donc ça, c'est apparu dans nos discussions. Une deuxième mise en perspective, Julien l'annonçait, c'est évidemment la mise en perspective au regard d'autres régimes de responsabilité. Et donc là, la communication d'Olga Monarchuk l'a bien montré avec le cas de la Russie, puisque, entre guillemets, le dossier russe ou les relations Géorgie-Russie, Ukraine-Russie ont des conséquences ou ont
des suites, on commence en tout cas devant la Cour pénale internationale, mais il y a aussi les affaires individuelles, les affaires interétatiques devant la Cour européenne des droits de l'homme, une procédure qui est pendante devant la Cour internationale de justice. Donc Olga a lancé la discussion, et puis il y a l'une des personnes qui était dans le public qui l'a posé aussi, finalement du rapprochement entre d'un côté la responsabilité pénale individuelle et puis de l'autre côté la responsabilité internationale de l'État. Et est-ce qu'il faut toujours maintenir cette distinction? Comment est-ce que les choses se rejoignent, et on le voit encore une fois assez concrètement à travers l'exemple de la Russie. Et une dernière mise en perspective qui était très intéressante également, c'est la mise en perspective qui a consisté pour Gabin comme pour Mathilde à replacer la question de la compétence pénale des États au sein de la question ou des questions plus générales de politique juridique étatique ou régionale. Et à l'égard des États africains, par exemple, c'était intéressant, et ça aussi, ça a émergé à la fois en écoutant l'intervention, mais surtout dans nos discussions. Il était intéressant de voir que, certes, les États africains, l'Union africaine a mis en place ce protocole de 2014, cette section de droit international au sein d'une cour qui n'existe pas encore, mais quand on s'interroge sur la question de savoir si cette cour qui n'existe pas encore ou ce protocole qui n'est pas encore en vigueur va finalement entrer en vigueur, on se rend compte qu'il n'y a pas de perspective à moyen terme, voire pas de perspective à long terme. Donc on a une opposition qui a donné lieu à l'adoption d'un texte, mais c'est une opposition qui est formelle, qui n'a pas, en tout cas à moyen terme ou à long terme, qui n'a pas de perspective d'aboutissement. Et puis, à l'égard de la France, ça c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur ce plan-là par l'intervention de Mathilde Massé et puis les discussions que l'on a eues. Et ce que j'en retenais, c'est que à la suite des discussions que Mathilde a eues aussi, notamment avec le président Code, c'était que finalement la France n'avait peut-être pas de culture, c'est une expression qu'on a utilisée, de culture de la répression du crime contre l'humanité. Et donc, de crimes de guerre. Et donc, pour des dossiers qui sont actuels, irako-syriens par exemple, eh bien, on voit qu'en droit français, on va utiliser d'autres bases juridiques vis-à-vis desquelles la France est peut-être plus à l'aise. Donc moi, je retiens cette expression peut-être d'absence de culture de répression du crime de guerre. Donc c'était très en tout cas encore une fois, moi en tant que je me suis beaucoup amusée parce que c'est un atelier qui a essayé d'établir un équilibre entre des questions proprement pénales et puis des questions de droit international plus général. Et donc j'en remercie encore une fois à la fois les intervenants, mais surtout le public qui a permis de faire émerger ces thématiques dans nos discussions. Merci. Eh bien, merci à toutes et tous pour vos synthèses et vos contributions. Il n'y a pas de questions à ce stade-là parce que les questions ont été formulées hier au sein des ateliers. Et comme vient de le dire Hélène, elles ont été nombreuses dans l'atelier numéro 3. Nous allons, à la fin de cette matinée, presque fin de cette matinée, nous allons repartir riches de rencontres après avoir bénéficié, je dis bien bénéficié, d'interventions très passionnantes. D'interventions, j'allais dire, intergénérationnelles. Quels que soient ceux qui les formulaient, je me suis régalé. J'ai constaté l'an dernier, lors d'un colloque qui se déroulait à l'Université de Bordeaux sur un sujet bien différent, la refonte du droit des peines en France, que beaucoup de doctorants étaient également invités à s'exprimer. C'est quelque chose qui n'existait pas à mon époque, et je me rends compte, vous venez de le dire, que c'est infiniment intéressant. Donc, à mon tour, je le redis, merci à tous ces jeunes gens qui nous ont passionnés hier.